seats remain seated. Your Excellency, Mr. Osanu Dabo, Vice President of the Republic of the Gambia, Honorable Commissioner Soyata Maika, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Justice Rose Chipumila, representing the African Court on Human and People's Rights, Mr. Calix Mbari, representing Her Excellency Ambassador Minata Samate Sesuma, Commissioner for Political Affairs at the African Union Commission in Addis Ababa. Distinguished member states of the African Union, Mr. Mahamane Sisgoro, Chief of the Africa Branch, Office of the High Commissioner for Human Rights, distinguished delegates, esteemed partners, invited guests, ladies and gentlemen, all protocols duly observed. Welcome and thank you all for coming to the 63rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights, underway here in Banjul, the Republic of the Gambia. Kindly please do allow me to present to you the order of proceedings for our opening ceremony. We will start with a statement from the NGO Steering Committee, read by Mrs. Hannah Foster. This will be followed by a statement of Mr. Bongani Majola on behalf of the Network of National Human Rights Institutions. Then we'll have a statement from one member state of the African Union, read by His Excellency Ambassador Wahiel Atia from the Arab Republic of Egypt. At that juncture, we will have a short interlude. After the interlude, we'll hear the statement of Mr. Dominic Delpos, Acting Director of Politics and Democratic Governance, International Organization of La Francophonie, OIF. That will be followed by the statement of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, delivered by Mr. Mahamane Sisgoro, Chief of the African Branch. And then we'll hear the African Court on Human and People's Rights, read by Honorable Justice Rose Chipumila. At that point, we'll have another interlude. Then following the interlude, the Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Commissioner Soyata Maika, will give her opening address. Thereafter, Mr. Calix Mbari will deliver a statement on behalf of the Commissioner for Political Affairs at the African Union Commission, Her Excellency Ambassador Minata Samate Sesuma. Following that, His Excellency Mr. Osanu Dabo, the Vice President of the Republic of the Gambia, will give his opening statement and additionally declare the 63rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights officially open. Then there will be some logistical announcements, after which the Vice President of the Republic of the Gambia, the representative of the African Union Commission, the Chairperson of the African Commission, the Chairpersons of all other AU organs here present, representative of the AU member states, the representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights, the representative of the Organization of La Francophonie, the representative of the High Commissioner for Human Rights, I've already said that, all the ministers and dignitaries here present, both local and visiting, the representative of the Network of African National Human Rights Institutions, and the representative of the NGO Steering Committee will all go for a family photo. After that, refreshments will be served, and that will be the end of this opening ceremony. With your kind permission, therefore, I now call upon the representative of the NGO's Steering Committee, Mrs. Hannah Foster, to kindly give a statement on behalf of the Steering Committee. Madam Foster, you have the floor, my sister. Your Excellency, the Vice President of the Republic of the Gambia, the Honorable Attorney General and Minister of Justice, Mr. Abubakar Tamidu,
Honorable Alex Alexander Barry, representing the Honorable Her Excellency Commissioner for Political Affairs of the African Union, Honorable Madam Square Maida, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. And at this point, I want to raise your indulgence to stand on existing protocol, Madam Chairperson, as I proceed to make the statement of NGOs. On behalf of my colleagues of the Forum on the Participation of NGOs in the 63rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights, it is my pleasure and with a great sense of duty that I deliver this statement on this auspicious occasion. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, participants have asked me to extend our gratitude to the government and people of the Gambia for the hospitality extended in facilitating the activities of the 63rd Ordinary Session and to express the appreciation for the continued cordiality afforded them since their arrival on this soil of the smiling coast. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the Forum on the Participation of NGOs in the work of the African Commission and the 34th Human Rights Book Fair was held here in the Gambia from the 20th to the 22nd of October. The turnout was noteworthy with objective debates, and we had over 230 participants from 35 African countries. Guided by the provisional agenda of the Commission, we developed our program, and today we want to say that we've been able to come up with 5 resolutions, country resolutions, 2 thematic resolutions on older persons and women human rights defenders, and on countries Togo, Somalia, Burundi, Democratic Republic of Congo, and we would want to crave your indulgence to just highlight a few of these areas. There was a celebration of African Human Rights Day with the theme on corruption, and the forum were able to reflect on the meaning, the definition of corruption, the causes and effects of corruption, and the opportunities that need to be taken into consideration. Whereas it was also agreed that policies are being promulgated in different states, there needs to be more attention paid to develop strategies in collaboration with all stakeholders to ensure that this societal ill is dealt with. We also celebrated the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. The Universal Declaration is 70 years old, but we also noted that despite 70 years, we still find that a high percentage of the populace are not conversant with its content. And therefore, we call on states to ensure that more sensitization, more training, capacity building is carried out to ensure that the population are more aware of its content. There was also the celebration of 15 years of the Maputo Protocol, and we came to the conclusion that yes, the Maputo Protocol is one of the most progressive regional instruments that protect women. But then again, most women are not aware. Ladies and gentlemen, good morning. It is an honor for me to speak on this occasion on the 63rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights on behalf of the network of African national human rights institutions today. NHRI is pleased to participate in this session of the Commission, which is coinciding with the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, and it coincides with the 20th Declaration on the situation
of Human Rights Defenders, as well as the 25th anniversary of the United Nations Paris Principles governing national human rights institutions. Distinguished ladies and gentlemen, NANRI is an umbrella body of 44 national human rights institutions, which commands the work of the African Commission and is continuing to perform in order to uphold human rights culture in Africa, including the rights of vulnerable groups. African NHRIs continue to support states and other actors in the promotion and protection of human rights in this continent. However, there are a myriad of challenges, both at the national and regional levels, which hinder the realization of human rights targets. Among these include the prolonged armed conflicts and the proliferation of the threat of terrorism. Armed conflicts have denied children in Africa the right to education, food, healthcare, housing, as more others keep running away from volatile situations. Others are raped, while more others are conscribed into fighting as soldiers. Worst hit countries by terrorism and armed conflicts include the Democratic Republic of the Congo, Somalia, Nigeria, South Sudan, and Central African Republic, among many. It is said that at the time that the world is striving to ensure that no one is left behind in sustainable development, resources are consumed in conflicts as states increasingly spend in combating insurgency as well as fighting rebels. Prolonged conflicts in South Sudan and Central African Republic cost more than 28% of the country's gross domestic growth, while little was spent on peace building. The DRC is among African countries incurring between 4 and 12% of their GDP in conflict. While the resolution of these conflicts involves participation of many actors, on our part we continue to strengthen the role of NHRIs in early warning and alternative conflict resolution and peace building initiatives. Distinguished ladies and gentlemen, corruption is another challenge that hinders the realization of economic, social, and cultural rights in the continent. Africa loses more than 50 billion through illicit financial outflows, making our states unable to meet their obligations to their citizens to meet socio-economic rights and others. Because we believe that NHRIs are critical stakeholders in combating corruption, the second policy forum that we are organizing to take place in Addis Ababa on 23 and 24 November will focus on cultivating strategic collaboration, vital insights, and action plans for effective, multifaceted approaches towards fighting corruption in line with the African Union Convention on Preventing Corruption. Besides corruption, the challenge of migration and human trafficking elicits major human rights concerns in African countries. Thousands of human lives are lost in the Sahara Desert and the Mediterranean Sea as young people, especially from West and Southern African regions, attempt to seek better life in Europe and other countries beyond the continent. Others from the Horn of Africa face gross human rights violations and deplorable working conditions in the hands of ruthless employers in the Middle East. The mass movement of the youth is also a threat to the realization of the aspirations of the African Agenda 2063 and also the agenda of the Sustainable Development Goals. While our youth have the right to seek better livelihoods in countries outside Africa, the movement should be made orderly and safe. In doing so, our part as NANRI, we have prioritized support to our members on the theme of human rights in migrations. Elections and democracy transitions
still result in human rights violations, especially in the context of disputed results. Security enforcement agencies must always exercise restraint over excessive use of force, which leads to the loss of lives and destruction of property. As the Democratic Republic of the Congo and other countries prepares for elections later this year, we continue to encourage cross-pollination of skills and knowledge. I must make mention of the challenges the NHRIs collectively face. For example, many in our continent have to deal with budget cuts. Elections and appointment procedures of leadership have also been targeted. The case of Sierra Leone should be mentioned, where apparently the organization has been removed without due process. Other seemingly less blustery approaches on the independence of the NHRIs include denial of coverage of the NHRI media. May I conclude, Program Director, by saying as the civic spaces in the region is shrinking, and the independence of the judiciary is under pressure, the importance and role of strong and independent NHRIs also increases. They are one of the few last forms of defense against unchecked state power. Since the success of the work of NHRIs in promoting human rights in Africa also depends on the very important work and leadership provided by the African Commission on Human and People's Rights, NANRI hereby also appeals to the African Union and member states to promote and protect the independence of that commission. I thank you. Thank you very much. His Excellency Hussein Darby, Vice President of the Republic of the Gambia, Honorable Mrs. Suyata Mega, the Chairperson of the African Commission for People and Human Rights, the distinguished delegates of member states, honorable members of the Commission, and honorable guests and members of the Secretariat. It gives me great pleasure to be selected on behalf of member states to deliver this statement at the opening of this session. I would like to express on behalf of everyone from member states our sincere appreciation for the people of the Gambia for their kind welcome and hospitality that we have seen since we arrived in this beautiful country. 30 years ago, or to be exact, 31 years ago, based on the commitments of member states of the African Union to human rights, a decisive decision was taken to establish this commission. Over the years, many strides were taken to accomplish the goals behind this decision to elevate the level of human rights respect and protection in our continent, and to move ahead with the aspirations of our people to achieve full dignity as human beings, as we all are, and as we have all as member states certified in the Human Rights Declaration. The commitment to this commission and to human rights was actually renewed last year, if you remember, also in this beautiful capital of the Gambia, by His Excellency Adama Barrow, when he committed his country to work on the establishment of a permanent headquarters for this commission. And we are fully supportive of this commitment and the efforts of the Gambia to achieve this goal as early as possible. This commitment was also renewed during a retreat that was held between member states and the Commission in May this year in Nairobi, Kenya. The
member states have committed themselves to provide full support, whether financial or technical or even in terms of human resources, to the Commission. And in return, the Commission has also committed itself to reviewing its own methods of work, improving it in order for us to work together in a collaborative way to achieve the aspirations of our people in our continent. We have actually been 31 years now since the establishment of this commission. Egypt was honored to receive the commission after its establishment, on the 4th session after its establishment. And now, 30 years after, Egypt is also honored to receive this commission at its 4th session after its 30th anniversary. So we hope to welcome you all in Egypt early next year. Thank you very much and wish you successful deliberations. Thank you. Monsieur le vice-président de la République de Gambie, Madame la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile africaine et d'ailleurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir m'adresser devant vous aujourd'hui au nom de l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion de cette 63e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus sincères remerciements pour l'accueil qui nous est réservé à nous tous par les autorités de la République de Gambie et de doubler ces remerciements, Monsieur le Vice-président, pour vous féliciter à nouveau en tant que représentant de la République de Gambie aujourd'hui parmi nous, pour votre accession récente et votre entrée dans la grande famille de la francophonie, puisque, vous le savez peut-être, depuis quelques jours à peine, la République de Gambie nous fait l'honneur d'être enfin, j'ai envie de dire,
à notre table dans la grande famille des 88 États et gouvernements membres de la francophonie. Donc, je crois que ça mérite un applaudissement soutenu. L'OIF, donc, l'OIF aujourd'hui. L'OIF mène une action en faveur de la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, conformément, et il faut le souligner, aux engagements pris par les États et gouvernements membres en faveur de la consolidation de l'État de droit, du plein respect des droits de l'homme et du développement de la culture démocratique, issue de la déclaration de Bamako adoptée le 3 novembre 2000. Cette déclaration affirme également la nécessité d'intensifier la coopération entre l'OIF et les organisations internationales et régionales, de développer la concertation en vue de la démocratisation des relations internationales et de soutenir, dans ce cadre, les initiatives qui visent à promouvoir la démocratie. C'est dans cet esprit que s'inscrit le mémorandum d'entente et la feuille de route signée par vous-même, Madame, en 2018 par l'Organisation internationale de la francophonie avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce partenariat vise à approfondir notre collaboration sur des thématiques d'intérêt conjoint. Je tiens à cet égard à saluer tout personnellement l'engagement personnel de la présidente de la Commission, Madame Soyata Maïga, sur des sujets tels que la protection, la promotion des droits de l'homme notamment. L'Organisation internationale de la francophonie réunit, comme je vous le disais, par la langue française et les valeurs qu'elle porte, une communauté de 88 États et gouvernements présents sur les 5 continents. Et parmi eux, 32 États sont membres de l'Union africaine. Ce nombre important d'États offre une capacité d'action et de mobilisation significative en matière de promotion et de protection des droits de l'homme sur des sujets tels que les droits des femmes, les droits de l'enfant, la lutte contre la torture, l'abolition de la peine de mort, les défenseurs des droits de l'homme et les industries extractives. Des sujets d'autant plus importants que nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un anniversaire qui vient rappeler l'actualité et la pertinence de ce texte fondateur dans toutes ses dimensions. Ces 30 articles, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, conservent toute leur importance, car si des progrès ont été accomplis, un long chemin reste encore à parcourir pour une pleine et effective mise en œuvre de ces principes, y compris dans notre espace francophone. La question de l'universalité des droits tout particulièrement nous préoccupe. Le monde n'a cessé et ne cesse encore aujourd'hui d'être secoué par des remises en cause des principes d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme, notamment au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la religion, au nom de la diversité culturelle ou bien des enjeux migratoires. La francophonie est directement interpellée par cette situation. L'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme, l'égalité et la non-discrimination sont inscrits au cœur de nos valeurs, de notre identité, mais aussi de nos actions. Les discussions fructueuses de ces prochains jours avec les commissaires et la société civile nous donneront l'occasion de convenir ensemble des axes de coopération que nous souhaitons développer l'année prochaine dans le domaine des droits de l'homme. Ces échanges permettront, j'en suis sûr, de nourrir notre réflexion, en particulier pour élaborer et développer des projets qui nous permettront de réaliser nos objectifs en commun. Je vous remercie. His Excellency, the Vice President of the Republic of the Gambia, Honorable Minister of Justice of the Republic of the Gambia, Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Member of the African Commission on Human and People's Rights, Representative of the African Union organs, Mr. Kalix Mbari, Representative of the AU Commission, Excellencies, distinguished representative of civil society organization in this room, ladies and gentlemen, all protocol duly observed. On behalf of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
Mrs. Michelle Bachelet, it gives me great pleasure to address you at the opening of the 63rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. We are grateful to the Commission for the almost standing invitation extended to our office to attend its sessions. We are also grateful to the government of the Gambia and its people for hosting this important organ in this very beautiful city of Banjul. Madame la Présidente, à ce stade, permettez-moi de rendre un hommage appuyé aux commissaires et au personnel du secrétariat qui, en toutes circonstances, contre vents et marées, et malgré les moyens très limités à la disposition de la Commission, ont travaillé et continuent à travailler inlassablement pour maintenir la flamme des droits de l'homme vivante sur le continent, et je pense que ça mérite des applaudissements de la salle. Excellences, Mesdames et Messieurs, la déclaration par l'Union africaine de l'année 2018 comme année de la lutte contre la corruption coïncide avec la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce 70e anniversaire, lancé depuis décembre 2017, culminera ce 10 décembre et sera célébré dans plusieurs pays africains. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, les Nations Unies avaient lancé plusieurs initiatives, notamment l'établissement d'un mandat de rapporteur spécial sur la corruption et ses conséquences, sur le plein exercice des droits de l'homme en 2004, ainsi que l'adoption de la Convention contre la corruption en 2005. Malheureusement, ces initiatives n'ont pas eu les effets escomptés. Madame la Présidente, dans la déclaration de la réunion de haut niveau sur l'état de droit tenue au siège des Nations Unies à New York en 2012, les États membres s'étaient déclarés convaincus que la corruption était nuisible en ce qu'elle faisait obstacle à la croissance et au développement économique, entamait la confiance des citoyens dans la légitimité et la transparence des institutions et entravait l'adoption des lois justes et efficaces ainsi que l'administration et l'exécution des décisions de justice. Ils ont aussi insisté sur l'importance de l'état de droit en tant que condition essentielle de la prévention et de la répression de la corruption. Monsieur le vice-président, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme l'a souligné le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme sur la question des effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits de l'homme, la corruption peut prendre plusieurs formes et se produire dans des contextes tout aussi nombreux. Il va donc sans dire que la corruption touche à toutes les trois générations des droits, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi les droits collectifs. Le même comité a par ailleurs souligné que la corruption a des effets négatifs d'ordre individuel, d'ordre collectif et d'ordre global sur la jouissance des droits fondamentaux de l'homme. Ces conclusions du comité ont été corroborées par différents intervenants dans le panel organisé au cours du Forum des ONG pour commémorer la Journée africaine des droits de l'homme le 21 octobre dernier. À ce stade, je formule le souhait que la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba, signée entre les Nations Unies et les procédures spéciales de la Commission africaine, soit élargie à la lutte contre la corruption, permettant ainsi aux institutions onusiennes des droits de l'homme de continuer à collaborer avec les experts et institutions africaines dans ce domaine. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais si je ne reconnaissais pas le rôle important que joue la société civile dans la promotion et la protection des droits de l'homme à travers le libre exercice des libertés publiques et le soutien à la gouvernance, la primauté du droit, ainsi que sa participation dans le processus décisionnel. La communauté internationale et les États membres devraient agir collectivement pour protéger et étendre l'espace dans lequel la société civile peut participer de manière effective en vue d'apporter sa contribution. Nous devons également agir collectivement pour dénoncer les représailles, sauvegarder le droit à la liberté d'expression,
défendre ceux qui sont pris pour cible et veiller à ce qu'ils bénéficient de la protection que la reconnaissance et la légitimité internationale peuvent leur fournir. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour finir, et comme à l'accoutumée, je rappellerai que l'un des leitmotifs de la Commission elle-même est que les droits de l'homme sont une responsabilité collective. En cela, gardons toujours à l'esprit que le chemin qui reste encore à parcourir est long. Pour ce faire, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sera toujours aux côtés de la Commission et de l'Union africaine, car c'est ensemble, et ensemble simplement, et en se soutenant qu'on pourra obtenir des résultats tangibles dans le domaine des droits de l'homme en général et dans la lutte contre la corruption en particulier. Sur ces quelques mots, je souhaite des fructueux échanges à cette session. Merci. Your Excellency, Mr. Osenao Daboy, please forgive me if I have mispronounced it. I'm so particular with names. The Vice President of the Republic of the Gambia, Your Excellency, Mr. Abubakar Tambadou, Minister of Justice and Attorney General of the Republic of the Gambia, Honorable Soyata Maiga, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Your Excellencies, representatives and delegates of member states and organs of the AU, Your Excellencies, the representative of the AU Commissioner for Political Affairs and AU officials, distinguished representatives of national human rights institutions and society organs, and at this juncture, allow me to say all protocol observed. I am most honored and privileged to address you on behalf of the Honorable President of the African Court on Human and People's Rights, Justice Sylvain Ore, on the occasion of the opening of the 63rd Ordinary Session of the Mother of Human Rights Treaty Bodies in Africa, named the African Commission on Human and People's Rights. I wish to first of all convey the best wishes and apologies of the Honorable President of the Court, who could not attend this important event due to compelling commitments related to the work of the Court. Allow me, by beginning to recall the importance of the Commission in light of the centrality of the role which this treaty body plays in the safeguarding of human rights in Africa. In these days of an increased violations of rights on the continent, it must be stressed that after 3 decades of operation, the African Commission remains of critical importance to the achievement of major objectives of the African Union. It cannot be overemphasized that the operation of the Commission is the very wish of the African Union and its member states, as unequivocally pledged not only in the then OAU Charter, but also in the Constitutive Act of the African Union, in the Banjul Charter, and a number of other AU instruments. One overflowing commitment of the African Union and member states to a continued and independent operation of the Commission after its creation is the establishment of the African Court to complement and strengthen the celebrated achievements of the Commission as clearly stated in the preamble to the Court Protocol. The African Court has duly acknowledged the pledge of the AU
and of its member states by affirming the functional independence of the African Commission in the case of Femi Falana versus African Commission on Human and People's Rights, where the court held that it is just as is the Commission, a treaty body of international law, and cannot therefore impose on the Commission how it should discharge its mandate. So, while the African Court has upheld such basic principles of separation of functions and independence, African citizens would expect the same principles to be respected by the African Union in line with the rule of law. In the same approach to complementarity, in abiding with independence, the African Court has considered applications submitted by the Commission and given 2 judgments in the cases against the Republic of Kenya and Libya, where it settled issues such as those related to exhaustion of local remedies in cases brought by the Commission, but also how victims can have a voice before the court through the Commission as expressly provided for under Article 5.1 of the Court Protocol. Cooperation between the 2 sister organs has also materialized through numerous and active annual and continued interactions to discuss issues related to an effective implementation of the protocol and protection of human rights in Africa. The Court and the Commission have further undertaken several joint projects, some of the most important being the African Continental Judicial Dialogue, thematic seminars and conferences, as well as the recent launch of the African Human Rights Yearbook, together with another institution, which is the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. Finally, as you may be aware, the bulk of the court's case law has been built on the unique body of jurisprudence developed by the Commission over 2 decades of purposive and rich interpretation of the African Charter as the normative cornerstone of human rights law in Africa. Against this background, the court remains a little concerned by some misunderstandings on how human rights institutions and organs that the African Union itself has set up and devoted specifically to the protection and promotion of human rights in Africa should discharge their mandate. The trend is worrying because it runs opposite major commitments and values that the African Union and its member states have made for themselves without any external pressure. Two such values and principles are the rule of law and independence of adjudicatory bodies. The African Union has consistently defended the rule of law and independence of judicial organs and elevated them to the level of fundamental principles of the Union and member states, as strongly pledged in the Constitution of the Union, but also with a greater emphasis in the African Charter on Democracy and Elections. The African Union and its member states have in those instruments stated that respect for the law,
and the organs that oversee its application are so critical to the achievements of the Union's objectives that they must feature high in Agenda 2063, which is the guiding framework towards the African we want. When mirrored in these pledges, the question is, which Africa do we want? The AU's response in its laws is that we want an Africa that upholds the rule of law and human rights. That is the African Union that obeys its own laws and institutions that it has set up for itself. One rationale behind the rule of law in the African Union is that those who govern must obey the law for fear that the people they govern would lose faith and trust in the law and the institutions that the African Union has set up. Distinguished members of the audience, I'll now end my remarks by restating that Africa is a continent of solidarity, and that is why our union has created the court but retained the commission to join efforts towards an Africa with an embedded culture of human rights, justice, and justice for all without any exclusion. That is the Africa we want. I thank you all. Monsieur le vice-président de la République de Gambie, Excellence Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres de l'Assemblée nationale, distingués délégués des États membres de l'Union africaine, distingués membres du comité des représentants permanents de l'Union africaine, Monsieur Calix Mbari, représentant la Commission de l'Union africaine, honorable juge Chidilan Chizumila, représentante du président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, honorable commissaire, membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, distingués représentants des organes de l'Union africaine ici présents, Monsieur Mahaman Bouro Cissé, chef de la division Afrique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Monsieur Dominique Delpech, représentant l'Organisation internationale de la francophonie, distingués membres du corps diplomatique et consulaire accrédité auprès de la République de Gambie, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Institution nationale des droits de l'homme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et rangs respectifs. Bonjour à tout le monde. C'est toujours pour moi un honneur et un privilège d'avoir à m'adresser à cette auguste assemblée
au nom de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'occasion de l'ouverture de nos sessions. Permettez-moi de souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous ceux et à celles qui ont fait le déplacement pour nous rejoindre à Banjul et de remercier au nom de l'ensemble de mes collègues, les distingués invités ici présents qui, malgré leurs multiples occupations et responsabilités, ont bien voulu rehausser de leur présence ce rituel qui marque l'ouverture de la 63e session ordinaire de la Commission africaine. Je voudrais également à ce stade remercier très vivement Son Excellence M. Ousseynou Dabo, vice-président de la République de Gambie, pour avoir bien voulu être encore à nos côtés. Et remercier également l'ensemble des autorités gambiennes pour les facilités et l'assistance accordées aux participants, ainsi que pour la contribution multiforme à l'organisation de ces assises. Excellence, Monsieur le Vice-président, distingués invités, cette année 2018, les droits de l'homme sont à l'honneur, car le monde entier commémore ou va commémorer les 70 ans de l'existence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, instrument qui consacre, selon l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, Madame Marie Robinson, je cite, la première expression des droits et libertés de tous les membres de la communauté. Félicitations. Comme le dit le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme est l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations afin que les individus et tous les organes de la société s'efforcent de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer la reconnaissance et l'application universelle et effective. Dans le cadre de cette commémoration, l'opportunité nous est offerte de faire un état sommaire de la situation des droits de l'homme en Afrique depuis la dernière session. Deux questions se posent. Où en sommes-nous et quels sont les défis actuels? Mesdames et messieurs, au titre des préoccupations, nous sommes interpellés au plus haut niveau par la question sécuritaire en Afrique et principalement dans la région du Sahel et son impact sur le droit des populations à un environnement satisfaisant, global et propice à leur développement. Il s'agit en particulier des attaques terroristes répétitives au nord et au centre du Mali, dans les régions frontalières entre Burkina Faso, le Mali et le Niger, au Nigeria, au Tchad et en Somalie, pour ne citer que ces pays, et qui ne cessent d'occasionner des pertes en vies humaines, tout en paralysant les activités économiques des populations nécessaires à leur survie et nécessaires à la préservation de la sécurité alimentaire dans ce pays. Il faut également signaler les offensives militaires dites de libération de Derna, bastion des islamistes radicaux qui ont fait des ravages en Libye. Une autre préoccupation concerne la crise migratoire en Afrique, où aucune lueur ne semble éclairer l'horizon. En particulier, sur cette question, ce qui se passe en Libye.
les conditions sécuritaires sur le terrain et les dysfonctionnements structurels dans ce pays, nous invitons l'Union africaine et les partenaires internationaux impliqués dans la recherche de solutions, les pays européens également, de prendre des mesures idoines afin de prévenir la survenance d'autres drames et de s'assurer que la dignité humaine de tous les migrants est respectée sur l'ensemble des territoires et des pays, notamment de transit ou de destination. Sur la question toujours des migrants, la Commission africaine déplore l'expulsion par les autorités de l'Angola d'environ 400 000 ressortissants congolais vivant dans la province de Luanda-Norte vers la RDC, suite à des opérations menées par la police et visant des étrangers, semble-t-il, en situation illégale, irrégulière, soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de diamants. De ces opérations, il nous a été rapporté des allégations faisant état de l'usage par les forces de l'ordre de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants ayant occasionné la mort d'une dizaine d'entre eux. Il est nécessaire, plus que urgent d'ailleurs, que les politiques nouvelles soient initiées par les États africains, entre eux, en vue de l'adoption d'accords, de plans et de programmes qui favoriseraient l'établissement dans des conditions de sécurité légale, réciproque, de tous les ressortissants, en particulier nos jeunes en quête d'emploi et de perspectives meilleures pour qu'ils ne soient pas poussés à prendre le chemin fatal du désert ou de la mer. Une autre source de préoccupation concerne les troubles politiques au Togo, les contestations post-électorales suite aux dernières élections présidentielles au Mali et celles municipales et locales en Côte d'Ivoire. La Commission africaine demeure également soucieuse par la crise anglophone, ou dite anglophone, qui perdure au Cameroun et dont la situation ne cesse de s'exacerber, avec les multiples violations des droits de l'homme rapportées. La crise politique en RDC, ainsi que les attaques répétitives survenues à Béni contre les populations, dont les dernières ont eu lieu la semaine dernière, faisant plus d'une dizaine de morts. Il y a également la persistance de la crise politique au Burundi et la suspension depuis le 1er octobre 2018 des activités de toutes les ONG étrangères, suspension qualifiée de temporaire par les autorités, mais qui produit déjà des conséquences négatives sur la vie des populations, déjà suffisamment éprouvées. Excellence, Monsieur le Vice-président, distingués invités, nous célébrons également les 20 années de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Il y a lieu de reconnaître que dans plusieurs pays, le sort qui leur est réservé n'a pas connu de nette amélioration. En effet, des allégations d'arrestation et de détention arbitraire des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que les atteintes à la liberté d'expression, de réunion et de manifestation ne cessent de nous parvenir en provenance des pays tels que le Cameroun, le Gabon, l'Égypte, la RDC et le Soudan. Il est donc également constaté que certains gouvernements musellent de plus en plus les citoyens et les empêchent de s'exprimer librement. Cela passe par la taxation exorbitante des tarifs de communication, la fermeture des réseaux sociaux,
à certaines occasions, ou l'utilisation de moyens directs tels que les arrestations, les condamnations arbitraires opérées à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, de journalistes ou de professionnels des médias qui dénoncent les différentes violations dans les pays. Mesdames et messieurs, revenant au thème de l'année de l'Union africaine et de la Journée africaine des droits de l'homme, célébrée ici même le 21 octobre dernier, sur la problématique de la lutte contre la corruption, l'évaluation qui en a été faite a démontré l'impact de la corruption sur les droits de l'homme. Les pratiques de corruption, en effet, entraînent un déficit de financement pour le fisc, facilitent les flux illicites de capitaux vers l'extérieur du continent et limitent les capacités des gouvernements à remplir leurs obligations vis-à-vis des populations, en particulier s'agissant des droits socio-économiques, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, du travail, de l'accès à une justice indépendante et du partage équitable des richesses et des ressources naturelles. Je saisis cette tribune qui m'est offerte pour appeler les États parties, pour ceux qui n'ont pas fait, à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, à la vulgariser pour ceux qui l'ont fait et à la mettre en œuvre, et toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption en vue de réalisation effective des droits de l'homme et des peuples au profit des populations africaines. Distingués invités, au titre des progrès intervenus au cours de l'intercession, il me plaît de saluer ici les avancées enregistrées en République de Gambie, à savoir la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort en septembre dernier et la récente mise en place le 15 octobre dernier de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. D'autres développements positifs vous seront certainement délivrés dans l'allocution de Monsieur Son Excellence le vice-président ici présent. Nous notons également des bonnes nouvelles qui continuent de nous parvenir de l'Éthiopie, telles que les mesures pour la consolidation de la paix, le changement démocratique et de promotion des droits de l'homme, illustrés notamment par la signature d'un accord de paix et de désarmement avec les groupes d'opposition armée, la mise en place dernièrement d'un gouvernement respectant la parité homme-femme et l'ouverture de l'espace politique pour les partis d'opposition. La Commission africaine se félicite également du rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie et l'ouverture des frontières qui s'en est suivie, ainsi créant ainsi un environnement propice à la réconciliation, à la paix, à la sécurité et au bien-être des deux peuples. Nous avons également apprécié les mesures d'amnistie accordées par les autorités ivoiriennes à environ 800 personnes poursuivies ou condamnées pour les infractions en lien avec la crise de 2010 ou d'autres infractions, et celles accordées par les autorités rwandaises à plusieurs détenus, dont des opposants politiques. Nous avons accueilli avec satisfaction la volonté politique exprimée par le président de la République de Côte d'Ivoire de mettre en œuvre une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en acceptant de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante. Excusez-moi. Distingués invités, je voudrais
à ce stade de mon discours, m'exprimer sur une situation qui a fait l'objet de certaines déclarations ici et qui préoccupe la plupart des organisations de la société civile et des partenaires de la Commission africaine ici et au-delà. Je voudrais parler de la décision du Conseil exécutif de juin 2018 et de ses conséquences. Nous comprenons la frustration des uns et des autres, et même l'indignation, pour ce qui est perçu par nombre d'entre vous comme une entrave à l'exercice du mandat de la Commission africaine et une atteinte à son indépendance. Elle est perçue également comme une restriction à la protection des défenseurs des droits de l'homme et à l'espace dédié à la société civile en Afrique. La Commission africaine a été touchée par l'élan de solidarité, ainsi que par les messages de soutien et de reconnaissance à son travail qui lui sont parvenus de toutes parts depuis cette fameuse décision, y compris de la part de certains États partis et des organes de l'Union africaine. Ceci traduit, s'il en est besoin, la qualité du partenariat et de la collaboration que la Commission a entretenue au fil des années avec les différentes parties prenantes autour de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur le continent. Mesdames et Messieurs les commissaires, vous pouvez vous sentir fiers. Vous sentir fiers de la façon dont vous exercez votre mandat, de la façon dont, avec responsabilité et compétence, vous assumez votre travail dans des conditions difficiles. La Commission africaine tient à rassurer les représentants de la société civile, qui sont également les représentants de la population africaine, et à réaffirmer son ferme attachement à l'universalité des droits de l'homme et son engagement à mettre en œuvre son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme en défendant les droits humains de toutes les personnes, de tous les individus, sous l'angle des principes garantis par la Charte africaine, que sont notamment la non-discrimination, l'égalité de traitement de tous, la protection de l'intégrité physique et du respect de la dignité humaine. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les différentes parties prenantes, notamment les mécanismes des droits de l'homme, les INDH, la société civile, à poursuivre leurs efforts pour défendre le système africain des droits de l'homme. Plus d'engagement et d'efforts sont donc nécessaires à l'endroit des États partis pour plus de synergie et d'alliances stratégiques pour dissiper les mythes et les stéréotypes négatifs concernant la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Il n'est qu'une question des droits de l'homme. En addition aux sessions publiques de la Commission africaine et au Forum des ONG, il devient impératif pour les organisations de la société civile africaine et les représentants de leur pays au sein des organes délibérants de l'Union africaine d'envisager la mise en place d'un cadre d'échange fécond et pérenne, de réflexion et de discussion sur toutes les questions des droits de l'homme, préférablement durant la décennie que l'Union africaine a dédiée aux droits de l'homme. C'est seulement ainsi que notre continent pourra s'outiller et surmonter et leur faire face aux défis émergents qui l'attendent. À cet égard, les différents acteurs et décideurs politiques de nos pays sont appelés plus que jamais, chacun en ce qui les concerne, de jouer son rôle pour l'édification de la démocratie, le respect de l'état de droit et la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique. Il ne sert à rien de ratifier des conventions,
régionales et internationales, et de mettre en place des organes chargés de les monitorer, de les mettre en œuvre et d'appuyer les efforts des États. Si ces mêmes États continuent à se mobiliser, à se structurer pour couper les bras aux organes de façon méthodique et de façon progressive. Excellence, Monsieur le Vice-président, je ne saurais terminer mon propos sans adresser les félicitations de la Commission africaine à son Excellence M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, pour sa visite officielle ici en Gambie et sa visite au siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples le 4 octobre 2018, ce qui est une première du genre depuis l'établissement de l'institution ici en Gambie. Les échanges avec le personnel et avec moi-même lui ont permis de s'imprégner davantage des difficultés structurelles, organisationnelles et administratives que l'organe rencontre dans l'exécution de son mandat et qui affectent son intégrité mais également son indépendance. Nous espérons que les solutions idoines et diligentes seront apportées aux maux qui rongent la Commission africaine dans le cadre de la réforme institutionnelle en cours. Monsieur le Vice-président, distingués invités, la question récurrente de la construction du siège de la Commission africaine a été abordée à l'occasion de cette visite. Nous espérons qu'avec votre engagement personnel et la volonté politique de votre gouvernement, ce projet sera inscrit au rang des priorités de votre agenda. Chers participants, permettez-moi de vous réitérer les remerciements de la Commission africaine des droits du peuple pour votre soutien qui n'a jamais été aussi visible que dans ce moment la Commission connaît effectivement des difficultés. Nous savons pouvoir compter sur votre accompagnement, sur votre participation à notre travail pour qu'ensemble nous puissions effectivement construire et bâtir l'Afrique que nous voulons pour les générations futures et pour nous-mêmes. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence Ousseynou Dabo, vice-président de la République de la Gambie, Excellence Maître Soya Maïga, présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Excellence Aboubakar Tambadou, procureur général et ministre de la Justice de la République de la Gambie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la Gambie, honorables membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités auprès de la République de la Gambie, distingués représentants des États membres de l'Union africaine, honorables représentants des organes de l'Union africaine, distingués représentants des organisations internationales, distingués représentants des institutions nationales des droits de l'homme, distingués représentants des organisations non gouvernementales et de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité et grade, bonjour. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole ici devant cette audience au nom de son Excellence ambassadeur Minata Sessouma Samaté, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 63e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La commissaire aurait souhaité être là elle-même pour vous livrer son message, mais on a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté
qui l'oblige à être sur d'autres terrains qui présentent également des sujets importants comme ceux qui nous réunissent aujourd'hui. Elle m'a donc chargé de vous transmettre à tous ces fraternelles salutations et ses vœux de plein succès pour vos travaux, ainsi que de vous lire le message qui suit. Aujourd'hui, je suis très honoré de prendre la parole devant cette auguste assemblée de la 63e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Permettez-moi avant toute chose de remercier sincèrement le peuple et le gouvernement de la République de la Gambie pour leur habituel accueil chaleureux et humain réservé à la communauté africaine des droits de l'homme au cours de leur session dans cette magnifique ville de Banjul. Je tiens également à féliciter le gouvernement gambien sous le leadership éclairé de son Excellence Adama Barrow, président de la République de la Gambie, pour les récents développements positifs enregistrés dans le pays en matière des droits de l'homme, en particulier la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme de la Gambie, de la Commission gambienne Vérité, Réconciliation et Réparation, ainsi que pour le récent engagement avec le Conseil des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Sur la base de ces nouveaux développements, nous pouvons affirmer avec confiance que le lieu qui abrite le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est en train d'exceller dans de bonnes pratiques et de mériter sa place. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer cette partie liminaire de mon allocution, permettez-moi, au nom de son Excellence, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission africaine des droits, président de la Commission de l'Union africaine, qui aurait aimé être ici, mais compte tenu des obligations officielles, tout aussi importantes que celles qui nous réunissent, n'a pas pu faire le déplacement de Banjul. Aussi m'a-t-il chargé de vous transmettre ses meilleures salutations. Permettez-moi également de saisir cette opportunité pour saluer et féliciter de manière spécifique les efforts de ma sœur Soyata Maïga, présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et ses collègues compétents et dévoués, les commissaires et le personnel de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, pour une planification et une organisation réussie de cette très importante session. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, au cours des dernières années, le système des droits de l'homme de l'Union africaine a subi une transformation considérable, non sans défi. Par exemple, nous avons eu tout récemment l'adoption de nouveaux protocoles relatifs aux droits de l'homme. Il s'agit notamment du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap et du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique. J'ai le plaisir d'informer également cette auguste assemblée que le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la justice et les affaires juridiques examinera prochainement, en novembre 2018, le projet de politique de l'Union africaine sur la justice transitionnelle et le projet de statut de l'Institut des droits de l'homme de l'Union africaine, afin de permettre leur finalisation et adoption par les organes directeurs de notre Union. Bien que le projet de politique de l'UA sur la justice transitionnelle n'ait pas encore été adopté, je suis heureuse de constater que les gouvernements gambiens et maliens, ainsi que la CEDEAO, s'en servent maintenant pour enrichir leurs interventions en matière de justice transitionnelle. Bien que ces nouveaux développements soient louables, les défis d'une mise en œuvre efficace restent toutefois un enjeu majeur pour le système africain des droits de l'homme.
Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme l'indique à juste titre le thème de l'édition 2018 de la Journée africaine des droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'homme sont une responsabilité collective. Elles ne sont pas du ressort unique d'une entité individuelle ou une institution gouvernementale. C'est un effort collectif qui fera la différence. C'est dans cette optique que l'Union africaine appelle, une fois encore, les acteurs des droits de l'homme et les amis de l'Afrique à unir leurs efforts et à soutenir la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Distingués participants, comme beaucoup d'entre vous pourraient le savoir, en plus de la réforme en cours au niveau de notre organisation continentale, il est important de relever que des transformations importantes ont commencé en Afrique. Ces développements incluent notamment l'adoption d'une zone de libre-échange continentale africaine et un protocole de l'Union africaine sur la libre circulation. Ces deux avancées nécessitent d'être promues afin de garantir leur impact et leur durabilité escomptée. Je voudrais également saisir cette occasion pour indiquer en termes non équivoques que l'engagement de l'Union africaine en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des peuples reste intact. Les rumeurs selon lesquelles la réforme en cours de l'Union africaine affaiblirait les institutions africaines des droits de l'homme ne tiennent aucunement la route. Vous pouvez être rassurés que non seulement la réforme renforcera le système africain des droits de l'homme, mais créera un environnement propice à tous les niveaux de l'appareil gouvernemental pour la mise en œuvre effective de l'agenda 2063, en particulier l'aspiration 3 de l'agenda qui pose une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme et de la justice et de l'état de droit. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les organes directeurs de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à la promotion et la protection des droits de l'homme et pour rester dans la dynamique de la célébration de la décennie des droits de l'homme, ont consacré l'année 2019 à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples en la déclarant année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes vers une solution durable du déplacement forcé en Afrique. En d'autres termes, l'année 2019 sera axée sur la promotion et la protection des droits des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes en Afrique. Selon le rapport intitulé Global Trends Forced Displacement et publié en juin 2018 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la population des réfugiés en Afrique subsaharienne pourrait augmenter de 1,1 million de réfugiés, passant ainsi à 6,3 millions au total. L'Afrique abriterait plus d'un tiers de la population de réfugiés dans le monde en raison des conflits armés, des violences généralisées et de violations des droits de l'homme. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons donc conclure que le travail qui nous attend en tant que communauté des droits de l'homme est énorme. C'est sur cette note que nous appelons tous les Africains et amis d'Afrique à entamer dès à présent les préparatifs sur le thème de l'année 2019 et à redoubler d'efforts pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples en général sur le continent. Pour finir, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je souhaite sincèrement encourager tous les participants, en particulier les représentants des États, les États membres de l'Union, les organisations de la société civile et du secteur privé à être constructifs et à apporter des contributions qui aideront
à projeter de façon sereine l'avenir de notre continent en matière des droits de l'homme et des peuples, conformément à l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, voilà la teneur du message que Son Excellence Minata Samate Sessouma, commissaire aux affaires politiques, m'a chargé de bien vouloir vous livrer et je vous remercie pour votre attention. The Honorable Chairperson and members of the African Commission on Human and People's Rights, the Honorable Attorney General and Minister of Justice, Mr. Abubakar Tambadou, Cabinet Ministers are present, the Honorable Deputy Speaker of the National Assembly, Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps, distinguished delegates of the African Union member states, distinguished representatives of national human rights institutions, distinguished representatives of non-governmental and civil society organizations, venerable religious leaders are present, the President and members of the Gambia Bar Association, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of the people of the Gambia, President Adama Barrow, and on my own behalf, I welcome you all to the 63rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. As usual, it is an honor for the government of the Gambia to host the sessions of the African Commission, particularly as we mark the 70th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. This landmark instrument has over the years greatly influenced human rights discourse and its development on the world. Madam Chairperson, since the adoption of the UDHR, African states have taken great strides in the promotion and protection of human rights in their respective countries, with the adoption of laws and policies in fulfillment of their human rights obligations, including the adoption of the Committee's very own African Charter. However, we are also aware that more needs to be done to ensure that the principles enshrined in the African Charter are fully realized throughout the continent. It is a battle that we as Africans must win for our people. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, to reflect commitments made by the government at the 61st Ordinary Session to entrench human rights protection in the country, several measures have been adopted since the commitments were made, and more will soon follow. Significantly, we have now completed the ratification process and deposited with the United Nations the instrument of ratification for the Convention Against Torture, Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment at the margins of the UN General Assembly in New York last month. Furthermore, we have now ratified the Convention Against Enforced and Involuntary Disappearance, an optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights on the abolition of the death penalty, following the signing of these treaties by His Excellency the President last year. In this regard, in February this year, His Excellency President Adama Barrow declared a moratorium on the application of the death penalty in the Gambia as a first step towards its abolition. Within the African region, the Gambia has, in the course of this year, ratified the African Charter on Democracy, Elections, and Governance,
and the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights. More importantly, I'm pleased to announce that today, the declaration on our declaration pursuant to Article 34(6) of the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the establishment of an African Court on Human and People's Rights to allow individuals and NGOs to have direct access to the court is being deposited as I make this statement to you. These measures all demonstrate the strong commitment of the government to the promotion and protection of human rights. Madam Chairperson, we continue to make steady progress and significantly strides in the area of good governance and human rights. There has been a marked improvement in the area of freedom of expression, the media, and personal liberties. Arbitrary arrests have dramatically declined, and detention without trial is no longer an option. The latest index from Reporters Without Borders indicates that the Gambia has seen the most significant improvement in press freedom, rising from 21 spots up to 122 out of 180 countries. We are among a few countries in the world where no journalist was arrested in 2017. To move from the past hostile practices which stifle freedom of expression and assembly, initiatives have been undertaken to open public space to increase public engagement and participation. The Minister of Information, Communication and Infrastructure has signed a tripartite agreement with Article 19 and the Minister of Justice with the objective of reviewing repressive laws, and a media law review committee has been established for this purpose. The committee has completed its work, and Article 19 has deployed a legal task person to work with the Minister of Justice in the drafting process. In order to align our entire governance architecture with international justice and human rights standards, we have initiated a series of reforms in various governance areas. A Constitutional Review Commission has now been established and has since commenced work to draft a new Republican Constitution that will strengthen human rights protection through a consultative and inclusive process. A Truth, Reconciliation and Reparation Commission has also been established. The commissioners were sworn in last week at a launch ceremony and reflect the geographical, religious, cultural, and gender diversity of the Gambia. Their mandate includes: 1, to investigate human rights violations and abuses committed during the past 22 years of the former president's authoritarian rule. 2, to foster social cohesion and encourage national reconciliation among Gambians. To address impunity and to recognize the rights and dignity of victims through the provision of appropriate reparations. While the government is determined to establish an impartial historical record of human rights violations and abuses of the past, the overriding objective of this exercise is to learn appropriate lessons in order to put in place effective mechanisms to prevent recurrence. Preventing recurrence of human rights violations and abuses in our country is indeed the reason why we are now at the final stages of appointing members of a National Human Rights Commission in full compliance with the Paris Principles of Independence and Autonomy. When the Commission becomes operational soon, it will mark the existence of such an institution for the first time in the history of our country. Also, plans are at an advanced stage for the introduction of an anti-corruption bill, which will establish an anti-corruption commission to combat corruption and ensure public funds are properly utilized. Measures have also been taken to improve prison conditions, with the ongoing review of the Prisons Act, aimed at ensuring that law governing detention
is in line with international best practices. Madam Chairperson, we have been working unwaveringly towards improving the lives of our people in this country. This is evident with the development of various national policies, prominent among which is the National Development Plan 2018-2021. This important national document is a vehicle for the realization of government reform agenda within the security sector, justice, health, education, women empowerment, youth, and children. The successful implementation of this policy is of utmost importance to government as it seeks to improve the basic living standards of all people in the country, thereby truly entrenching the change that the people of this country were yearning for when they embarked on the landmark historic election of December 2016. Finally, following years of delay in the submission of the country's periodic report to the African Commission, the Gambia recently submitted its combined report, which covers activities over the last 24 years, and we look forward to engaging in a fruitful dialogue with the Commission. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I cannot conclude without extending on behalf of the government and the people of the Gambia our sincere appreciation to the Secretariat of the Commission for the continued collaboration with the host state. We look forward to the time soon when the sessions of the Commission will be held in its permanent headquarters in this country. I also wish to thank all of you for attending this session and hope that you have fruitful deliberations over the duration of the session. I, however, urge everyone to not only take part in the session, but to also make time to explore the various beautiful attractions that the Gambia has to offer as a tourist destination. On that note, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my singular honor and privilege to declare the 63rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights officially open. I thank you all for your kind attention.